Parmi les troubles du comportement alimentaire ou TCA, la boulimie et la compulsion alimentaire sont considérées comme des addictions de type comportemental. À ce titre, elles utilisent les mêmes mécanismes que certaines dépendances. Probablement au niveau cérébral, ça fait intervenir les mêmes circuiteries. Donc il y a un certain nombre de centres qui sont impliqués au niveau du système limbique, et puis on admet qu'il y a un certain nombre de neuromédiateurs qui interviennent, et dans les troubles alimentaires, sérotonine et dopamine sont sûrement deux circuiteries de systèmes de neuromédiateurs qui sont largement impliqués. La neurotonine, c'est un dopant. La sérotonine, c'est elle aussi un dopant. Tous ces neuromédiateurs donc, participent sûrement à l'émergence des troubles alimentaires. Alors, par exemple, pour traiter des crises de boulimie ou des crises de compulsion alimentaire, on peut utiliser des antidépresseurs sérotoninergiques. Donc ça prouve bien que la circuiterie sérotonine est impliquée. Le lien est parfois encore plus étroit car l'on note que les addictions sont 2 fois plus fréquentes chez les personnes souffrant de TCA. Les soins sont également similaires puisque l'on observe une période de sevrage. On observe effectivement une période un petit peu de sevrage où on va dire entre, par exemple si les malades sont hospitalisés, entre le 10e et le 20e jour, on a vraiment une zone de grande angoisse, de grande instabilité, de dépression où les malades, si on les laisse, ils voudraient bien sortir pour aller faire une crise. Donc là, nous, on doit être particulièrement vigilants à ça, et pour ça, ça se rapproche assez des sevrages à l'alcool ou à l'héroïne. Et non loin des TCA, la nutrition des personnes addictes peut être préoccupante. Bon nombre de personnes dépendantes ont des carences nutritionnelles en rapport avec une alimentation déséquilibrée, restreinte ou anarchique. Il est clair que l'alcool, l'héroïne, la cocaïne modifient le comportement alimentaire, modifient la sensation de faim, modifient l'appétit, et que donc on a des malades qui manifestement ont des problèmes nutritionnels en rapport avec leur intoxication. Je prends l'exemple, l'alcool, 7 calories au gramme, ça fait plutôt grossir. Les grands alcooliques sont plutôt maigres. Et donc, manifestement, une partie de leur maigreur est liée au fait qu'à cause de l'alcool, ils perdent l'appétit, ils perdent l'envie de manger, ils perdent le logiciel qui permet d'avoir faim et de se déplacer pour manger. Et puis en plus, ils n'ont pas d'argent, donc, etc. Alors pareil pour l'héroïne. L'héroïne remplace au niveau des neuromédiateurs et des centres cérébraux, remplace entre guillemets pour le cerveau l'alimentation. Donc du coup, ils ont moins envie de manger. Et souvent, du coup, ils maigrissent, ils ont des troubles nutritionnels qui aggravent, on va dire, les effets néfastes de l'alcool ou de l'héroïne. Et si la dépendance aux drogues amaigrit, l'arrêt du tabac a tendance à faire grossir. Il existe alors 2 facteurs contribuant à cette prise de poids. Pendant qu'on fume, ça provoque la fabrication des cellules adipeuses. Et puis, deuxièmement, pendant qu'on fume, la dépense énergétique, c'est-à-dire le fait de brûler des calories, est augmentée par la nicotine qui est contenue dans les cigarettes. Donc, pendant que vous fumez, vous n'avez pas tendance à grossir, mais vous fabriquez des coffres, les adipocytes. Quand vous arrêtez de fumer, la dépense énergétique diminue. Et les coffres sont là, donc vous avez tendance à les remplir. Et deuxièmement, effectivement, ça crée une espèce de frustration. J'arrête de fumer, donc le cerveau cherche une compensation, et très souvent chez l'homme, quand il a la possibilité, la compensation, c'est les aliments, en particulier les aliments sympas, sucrés, gras, etc. quoi. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.